Adrien Quatennens. Forcément, Pascal, forcément, effectivement, avec le député France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Christophe Jacubizzi. On va donc parler de cette réforme de l'assurance chômage que les Français vont découvrir tout à l'heure, présentée par le Premier ministre et par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Alors, si je résume par exemple, du malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts, la dégressivité pour les hauts salaires, pour leur indemnité chômage, vous pourriez presque voter cette réforme, non ? Non, parce que d'abord, je considère que Emmanuel Macron, sur la question de l'emploi, commet une erreur fondamentale. C'est que le problème, ce ne sont pas les chômeurs, c'est le chômage. Et il y a dans ce pays une vérité qu'il faut dire, c'est qu'il y a une pénurie de création d'activités. Et sur la question des contrats courts... aussi, parfois, on l'a entendu, une pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas... Les entreprises disent on a du mal à embaucher. Certes, dans certains secteurs, c'est vrai, mais néanmoins, la réalité est la suivante. C'est que pour une offre d'emploi sans candidat, une offre d'emploi disponible pour laquelle il n'y a pas de candidat, vous avez en face 100 chômeurs. Ça veut dire que même si vous mettez tous les chômeurs dans une case vide, prétendument, eh bien vous avez encore une masse considérable de chômeurs. C'est ça le principal problème. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage qui nous est présentée est une réforme en bonne adéquation avec l'idée selon laquelle il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas la réalité. Vous voulez dire que la réforme, elle va sanctionner les chômeurs s'ils ne trouvent pas un travail ? Mais la réforme poursuit les chômeurs plutôt que de régler la question du chômage en tant que tel. Ensuite, vous parlez des contrats courts. Enfin, c'est quand même ce gouvernement qui a favorisé la précarisation de l'emploi lors de la réforme du Code du travail. C'est ce gouvernement qui a instauré par exemple le CDI de chantier, qui n'a d'ailleurs de CDI que le nom, qui est un autre contrat précaire, ou le recours au CDD d'usage. À peu près 80% des embauches dans ce pays sont des embauches en CDD. Ça fait très longtemps que c'est comme ça, que l'entrée dans l'emploi, elle se fait par le travail précaire ou le travail à durée déterminée. Mais j'insiste sur l'idée que ce gouvernement accroît cette logique. Et que par ailleurs, aujourd'hui, sur ces 80% de contrats qui sont d'abord des contrats courts, 30% d'entre eux sont des contrats d'une journée, par exemple. Justement, attendez, la réforme, elle dit on va sanctionner les entreprises qui abusent de ces contrats courts. Alors, la réforme dit pas exactement ça. Elle dit on va instaurer un bonus-malus qui fait que celles qui respectent la règle vont avoir un bonus. Moi, je demande d'ailleurs comment on va financer... Qui font mieux que la moyenne. Oui, mais alors comment on va financer ce bonus? C'est-à-dire par les malus. Si vous faites mieux que la loi, vous allez quelque part risquer de creuser dans les caisses de la sécurité sociale. Celles qui font moins bien auront un malus. Quelle garantie, Christophe Jacubizzi, quelle garantie avez-vous que les malus compensent strictement? C'est l'idée de la réforme. Je ne suis pas sûr, voyez-vous. Et puis par ailleurs, sur cette question des malus, non, moi je suis pour que s'il y a une règle, il faut la respecter. Et c'est pas simplement par un malus, c'est par le fait, par exemple, d'instaurer des quotas. Si on se dit qu'on veut faire véritablement du CDI la règle, et normalement le CDI doit être la règle, alors le CDD est bien relégué à la fonction d'exception. Et par exemple, moi je propose que l'on instaure des quotas modulables bien sûr selon la taille de l'entreprise. Par exemple 10% de contrats courts dans les PME et 5% dans les grandes sociétés. Quel que soit le secteur, parce qu'il y a des secteurs qui ont plus besoin, c'est ce qu'ils disent, de flexibilité du travail que d'autres. Non, mais moi je considère qu'il faut moduler ce quota en fonction de la taille de l'entreprise, c'est une évidence. Et du secteur ? Les PME, mais du secteur, attendez, moi je pense que dans la plupart des secteurs, on peut imaginer que l'emploi soit un tant soit peu pérennisé tout de même. On ne peut pas être dans une logique de précarisation comme ça, parce que ceux qui vous disent il faut qu'on recrute davantage, oui c'est très bien. D'ailleurs aujourd'hui, dans l'absolu, on recrute bien davantage que par le passé. On recrute à peu près 2 fois plus aujourd'hui qu'au début des années 2000, mais la réalité c'est que c'est un développement de l'emploi précaire. Moi j'insiste sur un point, parce que la question qu'il faut traiter, c'est la question du chômage de masse dans notre pays. Et je crois que... Qui est en diminution, vous avez vu, 8,6%, c'est le plus bateau depuis 10 ans. Oui, mais vous sortez... Ça reste encore trop important. Mais surtout... Beaucoup plus qu'en Allemagne, mais au-delà de ça, Christophe Jacubizzi, quand vous sortez du chômage, pour une période de quelques jours, de quelques semaines, de toute façon vous y retournez. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on ne règle pas le problème. Moi j'insiste aussi sur ce point, c'est que la réforme telle qu'elle nous est présentée, d'ailleurs on ne va même pas pouvoir en discuter à l'Assemblée nationale. Ça va être fait par décret. C'est quand même terrible que sur un sujet aussi essentiel, mais les partenaires sociaux même pas en ont discuter. refusé de s'entendre et donc le gouvernement dit je reprends la main, je fais un décret. Christophe Jacubizzi, moi je pense précisément que le gouvernement avait créé les conditions du désaccord entre le syndicat et le patronat pour faire en sorte derrière de reprendre la main, ce qu'il fait en contournant en plus la représentation nationale que nous sommes, puisque tout cela ne sera pas discuté à l'Assemblée. Mais je termine juste sur un point. La philosophie de la réforme, c'est presque de considérer que si on durcit les règles
en termes d'indemnisation chômage, alors les gens vont être, c'est ainsi que c'est dit, incités au retour à l'emploi. Notamment les cadres, dit le gouvernement, qui dit les cadres, en fait, ils sont bien mieux rémunérés et ils prennent plus de temps pour trouver du travail alors qu'ils ont beaucoup d'offres d'emploi. Je vous le dis tout net, la logique selon laquelle le niveau d'indemnisation du chômage serait fonction du retour à l'emploi a été invalidée par les faits. Christophe Jacubizine, au milieu des années 70, le chômage était indemnisé comme jamais. Quand par exemple vous étiez licencié pour motif économique, vous touchiez 102% de votre salaire. Est-ce que pour autant on a vu que les gens étaient non pas incités à retourner en emploi? Dès qu'ils avaient la possibilité de retourner au travail, ils le faisaient. Enfin, le chômage est une souffrance. Compte tenu des conséquences que ça a en termes de délitement des familles, d'échecs scolaires pour les enfants, parfois de difficultés personnelles, on peut considérer que le chômage tue 14 000 personnes par an. Donc plutôt que de considérer que le problème c'est poursuivons les chômeurs, c'est créons de l'activité. Et moi, je vous le dis tout net, créer de l'activité, ça veut dire relancer l'activité par d'autres méthodes, partager le temps de travail, ce qui est plus efficace, par exemple, que les exonérations fiscales. Et je crois que là-dessus, il y a d'autres solutions que de durcir les règles pour l'indemnité de chômage. Vous êtes contre la dégressivité des allocations pour les hauts revenus au-delà de 4 500 €. Ça serait ce qui devrait être annoncé tout à l'heure par le Premier ministre. Ça instaure une logique qui, pour moi, représente de grands dangers. C'est-à-dire l'idée de dire, si vous êtes quelque part mieux rémunéré, eh bien on peut aller à la dégressivité de vos indemnités. Mais quelque part, ça incite à de la géométrie variable au niveau du système de protection sociale. Et sans doute à faire que, je ne vais pas dire les plus riches, mais en tout cas les plus aisés dans l'affaire, puissent peut-être se détourner de la protection sociale, avoir d'autres systèmes individuels, et quelque part après, faire que cette logique puisse descendre et faire que tout le monde individualise sa protection sociale. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est valable pour ce sujet comme sur d'autres, par exemple sur la question des retraites. Moi, je suis attaché au modèle français de répartition de l'effort entre tous, et que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Alors, autre dossier très important pour les Français, celui de la réforme des retraites. Ça sera dans quelques semaines, en juillet. Ça sera présenté par le haut-commissaire Delvoye. Alors, on connaît un peu les grands principes. Il faudra travailler plus longtemps pour avoir des retraites à taux, j'ai envie de dire, plein, ou en tout cas à taux escompté. Sans doute 63, 64 ans. Mais en même temps, dit le gouvernement, on va donner des retraites plus fortes à ceux qui auront eu des interruptions de carrière. Et surtout, on va passer le minimum vieillesse à 1 000 €. Alors, est-ce que c'est une réforme équilibrée, du coup ? Je ne le crois pas non plus, et c'est quelque part la même logique. D'abord, le raisonnement selon lequel, parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. C'est pas complètement irrationnel de dire ça. Je trouve qu'en fait, c'est une nouvelle fois prendre le problème dans le mauvais bout, parce que précisément, on vit plus longtemps dans ce pays à mesure que le temps de travail a diminué. Et d'ailleurs, même si ça n'explique pas tout, il y a une corrélation entre la diminution du temps de travail, dans la semaine, dans la vie, et l'espérance de vie elle-même. Et puis d'ailleurs, notez au passage que l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Ce qui veut dire que souvent, quand vous arrivez à l'âge de départ à la retraite, c'est le moment où commencent, malheureusement, les pépins de santé qui font que votre vie est beaucoup plus difficile que ce qu'elle n'était. Mais en même temps, Adrien Quatennens, comme ce sont les actifs, ceux qui travaillent, qui financent les retraités, c'est la beauté du système français. Oui. Si on part à la retraite, comme si on maintient l'âge, évidemment, c'est des retraites beaucoup plus longues à financer par les actifs. D'abord, sur ce principe, la retraite par points qui est proposée, c'est moins de visibilité, puisqu'en réalité, ça part de cette logique que tout le monde part de la même ligne de départ, cumule des points dans sa besace, avec en plus le fait que la valeur du point peut être modifiée en cours de parcours. On ne la connaîtra pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'à la fin du parcours que vous connaîtrez le montant de votre retraite. Avec en plus le fait que la valeur du point, dit M. Delevoye, pourra être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Oui, mais au sein d'une même génération, si vous êtes un cadre ou un ouvrier, il y a déjà une différence d'espérance de vie, à peu près 6 années de différence. Mais on dit qu'on compensera entre les 5% les plus riches et les 5%, ouais, mais entre les 5% les plus riches et les 5% les moins riches, vous avez jusqu'à 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc la logique selon laquelle tout le monde cumulerait des points depuis une même ligne de départ, ce serait égalitaire, ça n'est pas vrai. Ensuite, sur cette question, aujourd'hui, quand on rallonge le temps de travail, y compris avec le décalage de l'âge de départ effectif à la retraite, ça crée finalement du chômage aux deux extrémités de la vie active. Puisque d'un côté, vous avez des jeunes qui ont de la peine à s'insérer sur le marché de l'emploi, et de l'autre côté, vous avez des seniors, on en a parlé un instant, qui eux ont du mal à retrouver un boulot. Dans ce pays, il y a quelques 300 000 personnes de plus de 60 ans qui, pour l'extrême majorité d'entre elles, ont fait leurs 40 annuités, qui sont au chômage. Est-ce que vous pensez qu'ils vont retrouver un travail en claquant des doigts? Assurément non. Moi, je suis toujours convaincu que l'on peut financer
la retraite à 60 ans et à taux plein. Et comment vous faites pour financer cette retraite à taux plein? Je vous donne des exemples qui vous montrent qu'en économie, tout est lié et que ce gouvernement manque d'imagination. D'abord, on pourrait imaginer mettre davantage à contribution les revenus financiers des entreprises. Parce que tout de même, aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la France est championne du monde des dividendes versés aux actionnaires et qu'en moyenne, un salarié français travaille quelques 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Ensuite, au-delà de ça, il y a la question des salaires qui est liée à ça. Si vous augmentez les salaires, eh bien, vous augmentez aussi les cotisations. Notez que juste un petit % d'augmentation salariale. De baisser la compétitivité et d'accroître le chômage. Mais tout dépend quelle est votre logique. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut interroger la logique selon laquelle la compétitivité serait toujours liée au moins cher. Enfin, arrêtons-nous un court instant sur ce point, Christophe Jacubizine. Qu'est-ce que ça veut dire toujours produire moins cher? Bien sûr, comme consommateur, vous êtes en recherche de moins cher parce que votre pouvoir d'achat est comprimé. Exactement. Mais de l'autre côté, en tant que travailleur, si on vous demande de produire moins cher, ça veut souvent dire produire dans des conditions sociales détestables. Ça veut sûrement dire aussi produire dans des conditions environnementales, et c'est un vrai sujet que l'écologie aujourd'hui, qui sont détestables. Vous estimeriez qu'on augmente les prix, par exemple, dans les grandes surfaces pour justement rémunérer suffisamment le travail? Moi, dès lors que l'on rémunère davantage le travail, ce qui est ma solution, parce que moi je suis d'accord avec la France Insoumise pour dire qu'on doit augmenter les salaires, donc que par exemple vous avez des cotisations en plus pour notre modèle de protection sociale, alors les gens vont se diriger vers de la meilleure consommation et on peut estimer qu'elle soit à son juste prix, qu'elle rémunère correctement les producteurs. Enfin, je crois qu'on a vraiment un système vertueux à repenser, notamment pour surseoir à notre objectif de relever le défi climatique et que tout ça est extrêmement lié. Et je regrette qu'Emmanuel Macron, qu'il soit question du chômage ou qu'il soit question des retraites, finalement pérennise une même logique qui n'a jamais fonctionné jusqu'alors, sinon ça se verrait. Alors, autre sujet d'actualité, décidément il y en a beaucoup, la privatisation d'Aéroports de Paris. Est-ce que vous avez signé le référendum en ligne? Parce que vous savez qu'il faut 4,7 millions de signataires pour déclencher ce référendum d'initiative partagée. Est-ce que vous avez signé? Évidemment, je l'ai fait et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à le faire. Il faut taper sur votre moteur de recherche référendum populaire ou d'initiative partagée. En gros, et vous arrivez sur le site du ministère. Alors, et d'ailleurs, moi je me permets de faire cette remarque, c'est-à-dire qu'on a quand même un gouvernement qui s'est présenté comme la Startup Nation, qui mettait des moyens. On a vu d'ailleurs les 12 millions déployés lors du grand débat, des outils logistiques extrêmement développés. Et là, on a le strict minimum qui a été fait. C'est-à-dire que, honnêtement, allez voir la plateforme, vous comprenez en cliquant que le gouvernement n'a pas très envie que la démarche puisse aboutir. Alors de quoi s'agit-il? Les parlementaires ont fait leur travail dans cette affaire, ils ont demandé que puisse naître cette plateforme pour signer pour un référendum d'initiative partagée. Maintenant, la marche est haute, il faut collecter 4,7 millions de signatures citoyennes d'ici au 12 mars 2020. Donc j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à se munir de leur carte d'identité, à aller sur le site, à le faire, et puis à assurer les conditions de la contagion. Faites signer autour de vous, faites signer vos amis, dans un repas de famille, mettez l'ordinateur au milieu de la table et faites signer. Mais est-ce que c'est vraiment un enjeu colossal d'arrêter la privatisation d'Aéroports de Paris? Bon, c'est clair que pour beaucoup, ça peut paraître comme étant un sujet lointain. Ça n'en est pas un, pourquoi? Il y a quelques précédents. On a déjà bradé le patrimoine des Français précédemment, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on a privatisé les autoroutes, par exemple, les Français en voient aujourd'hui essentiellement la conséquence dans le prix. Les prix ont augmenté d'à peu près 20% depuis que ça a été privatisé. Mais qui plus est, au moment où les autoroutes ont été cédées au privé, on estimait leur coût à 27 milliards. Et les autoroutes ont été cédées à 17 milliards. Ça veut dire qu'on a fait un cadeau au privé de 10 milliards. Et bien là, de la même manière, sur Aéroports de Paris, qui est votre patrimoine, qui est le patrimoine des Français, on estime qu'il faudrait le vendre pour 8 à 9 milliards, c'est-à-dire moins que ce que Aéroports de Paris rapporte à ses actionnaires. Ensuite, derrière, il y a la logique aussi du trafic aérien. Si la logique est au privé, comment va être régulé le trafic aérien? Ensuite, ça restera, un aéroport, ça restera public, le contrôle aérien. Un aéroport, c'est pas dans la private. Attendez, vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir, mais la réalité, c'est qu'un aéroport, c'est un monopole naturel. De fait, c'est une frontière en quelque sorte. Le contrôle aérien. C'est une question de souveraineté populaire. Moi, je considère qu'en République, le peuple est seul souverain. C'est pas ce qu'on privatise. Depuis 6 mois, des boutiques, vous savez bien. Non, pas uniquement. Vous savez que depuis 6 mois, les Français se mobilisent beaucoup ou soutiennent les mobilisations, notamment celles des Gilets jaunes, sur une question qui, moi, me paraît fondamentale dans la période. Qui décide et pourquoi faire? Eh bien, dans cette affaire d'ADP, j'en termine, Christophe Jacubizine, la question qui est posée, c'est peut-on décider, sans l'accord des Français, de brader leur patrimoine au privé? Alors je ne suis pas d'accord. Justement, Adrien Quatennens, dans quelques semaines, même le gouvernement a déclenché la privatisation de la Française des Jeux, du loto.
je ne vous vois pas vous mobiliser. Pourquoi? C'est pas grave si le loto est privatisé? Si. Moi, d'ailleurs, vous pourrez retrouver mes interventions sur la loi Pacte, qui effectivement bradait un certain nombre de choses, parce que vous avez cité la Française des Jeux, il y a Aéroport de Paris, il y a aussi des sessions, une nouvelle fois, sur Engie. Bien évidemment que je me suis opposé à cette logique. Moi, je vais vous dire franchement les choses. Je suis pour une économie mixte, pas que tout soit sous monopole d'État public. Le loto doit être public ou privé? Mais derrière le loto, par exemple, il y a la question de l'addiction au jeu et sa régulation. Bon, vous voyez que tout ça est extrêmement finalement stratégique. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main et dire finalement est-ce qu'on a besoin de ça. Vous mobilisez moins pour la Française des Jeux? Non, mais écoutez, moi je me suis mobilisé à égal niveau. La vérité, c'est que sur Aéroport de Paris, l'émotion suscitée dans le pays a été plus nombreuse, qu'il y a eu des pétitionnaires en nombre et que ça aboutit sur ce fait qu'enfin nous avons décroché cette plateforme qui permet de signer. Donc maintenant, il faut organiser partout la campagne pour expliquer, la France Insoumise va le faire, en quoi cette question est essentielle et en quoi c'est une victoire qui est gagnable contre le gouvernement si tant est une nouvelle fois et comme à chaque fois que la mobilisation soit au rendez-vous. Allez, un mot sur la France Insoumise. Après l'échec des européennes, votre parti a fait 3 fois moins que lors des présidentielles. D'abord, où est Jean-Luc Mélenchon et comment va-t-il? Mais Jean-Luc Mélenchon va bien, comme nous tous, il réfléchit, il analyse la situation. Vous avez peut-être vu qu'il a déjà livré une partie de son analyse la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors du discours de politique générale. Nous avons décidé de respecter le calendrier qui est le nôtre, qui est prévu. Nous avons ce week-end une assemblée représentative, comme c'est l'instance régulière du mouvement qui se réunit. Ce sera l'occasion de tirer un bilan de la séquence, de nous propulser vers les prochaines campagnes. Les sujets que vous avez évoqués sont centraux dans notre action politique, ADP, les retraites, la question climatique et évidemment les municipales qui arrivent derrière. Est-ce que vous parlez de bilan? Est-ce que vous diriez, comme Manuel Bompard, le numéro 2 de la France Insoumise, que Jean-Luc Mélenchon a sans doute fait des erreurs comme tout le monde? Mais évidemment que tout le monde peut faire des erreurs et évidemment que, en particulier quand vous avez contre vous vents et marées, des coups en permanence, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, bien parfois on peut se retrouver pris au piège. Est-ce que ces erreurs, c'est par exemple son attitude lors des perquisitions, selon vous? On pourrait refaire une émission sur les perquisitions. La vérité, c'est que quand on déploie une telle opération qui s'apparente à une opération antiterroriste contre des partis politiques, c'est un piège tendu. Et il y a quelque chose qui tient à l'époque, mais par le passé, on a vu des responsables politiques, d'ailleurs devenus président de la République, je pense à François Mitterrand, aller devant le siège d'un parti d'extrême gauche où il y avait des armes, s'opposer à une perquisition. Donc encore une fois, cette question, et d'ailleurs j'ai vu que le pape lui-même, le pape François, a récemment, lors d'un discours, évoqué, alors j'imagine qu'il ne parlait pas de la situation française, quoique évoqué le fait que partout dans le monde, il observait que lorsque des formations d'opposition et les formations qui proposaient cette révolution citoyenne étaient en passe de conquérir le pouvoir, il y avait, et il le vérifiait, un usage de la justice et des moyens de police contre elle. Alors, si vous voulez, la situation s'analyse politiquement au-delà de la personne de Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs même au-delà de la France Insoumise. Mais au-delà, est-ce qu'il est le candidat naturel en 2022 de la France Insoumise? Ah mais moi je vous donne mon avis personnel, après lui il aura décidé. C'est celui que je demande en fait. Moi je considère que Jean-Luc Mélenchon, étant celui qui nous a mené le plus loin, qui a quand même mené ce programme L'Avenir en commun autour duquel se sont regroupées 7 millions de personnes aux portes du pouvoir, doit continuer, à mon avis, à jouer un rôle central. Mais l'avantage aussi, c'est que, contrairement à beaucoup de responsables politiques central, ça veut pas dire de sa génération, moi je souhaiterais qu'il le soit. Après, je lui laisse le choix là-dessus. Mais en tout cas, une chose à dire, Jean-Luc Mélenchon, et on le voit d'ailleurs sur ces images, a été celui de sa génération qui a, à mon avis, le plus concouru à ce qu'une jeune génération émerge, dont je suis. Et c'est aussi son travail. C'est lui qui a laissé toute cette place au fait que des jeunes en politique puissent s'engager, puissent s'exprimer, qu'ils puissent être formés. Justement, des jeunes en politique. Est-ce que, comme Clémentine Autain, vous estimez qu'il faut maintenant aller vers l'union de la gauche, dépasser la France Insoumise, se fondre dans un ensemble plus large? On aurait besoin d'une émission d'un format plus long que le vôtre, mais je vais vous dire ce que je pense. C'est déjà long quand même. À l'aune des résultats des élections aux européennes, moi je pense que notre tâche prioritaire est d'abord de ramener celles et ceux qui sont très éloignés de la politique à la politique, en faisant avec eux, plus qu'en allant vers eux en disant nous avons la solution à vos problèmes, en co-construisant avec eux les solutions à leurs problèmes quotidiens. Je crois qu'il faut avoir cette tâche et que la France Insoumise peut le faire spécifiquement, qui consiste à dire revenez à la politique, appropriez-vous-la, notamment par notre projet de 6ème République. Je crois aussi qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont en colère, qui l'ont montré lors de ces élections européennes, et qui ont intériorisé le fait que la colère était bien exprimée chez Madame Le Pen, alors qu'en votant pour Madame Le Pen, ils votent pour quelqu'un qui est contre l'augmentation du SMIC, qui est pour que l'on travaille plus longtemps, certains de vos électeurs ont et donc que peut-être
il faut s'adresser aussi à eux pour dire ne faites pas ce choix d'une colère ethniciste. Et si on considère que ce sont nos 2 tâches prioritaires, alors je vous le dis, je ne crois pas que la solution soit dans l'union d'une gauche, fût-elle radicale, fût-elle d'opposition. Je crois qu'il faut parler aux gens et que la question de la souveraineté populaire qui a fait le lien de beaucoup de nos sujets ce matin est centrale et peut nous permettre de nous adresser non pas à la gauche mais à tous. Merci Adrien Quatennens. Merci.